Quelles sont vos qualifications? Ah oui, j'ai fait lettres, diplômé d'Harvard et après j'ai beaucoup voyagé. J'ai traversé la grande peste noire et ça m'a bien éclaté. J'ai vu l'exorciste 2747 fois. À chaque fois je me marre comme un bossu. Qu'est-ce qu'il est chouette ce film, nom de Dieu! Sans oublier que vous parlez à un type qui est complètement mort! Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui on vient parler de... enfin lui là, enfin je vais pas le dire parce que... Effectivement, faut pas prononcer son nom. Donc, suite du film qu'on connaît tous de 1988, qui pour moi vraiment fait partie des métrages de Tim Burton que j'affectionne particulièrement et qui m'ont vraiment fait aimer l'artiste, même si depuis pas mal de temps, hélas, on va dire que ça a changé. Et on va pas se mentir, ce Beetlejuice, alors oui, je sais, voilà, j'ai dit son nom 2 fois, tant pis. Donc oui, ce film va davantage confirmer que, bah oui, tout a bien changé. Alors c'est amusant parce que déjà, petite remarque que j'ai entendue ça et là, et notamment sur les réseaux sociaux, de personnes qui ne comprenaient pas pourquoi le film ne sort pas en période d'Halloween. En fait, sachez que chez Warner, ils ont juste voulu la jouer un petit peu malin, c'est-à-dire le sortir en septembre quand il va se retrouver finalement avec peu de concurrence, dans l'espoir que déjà le box-office va être suffisamment au rendez-vous pour le maintenir en salle un bon mois quand même, donc jusqu'à Halloween en gros, et profiter par cette occasion de profiter pour se refaire une deuxième tournée dès mi-octobre avec l'ambiance du moment. Mais j'ai envie de dire, Warner a peut-être été un peu trop optimiste, je pense. Parce que ce film, c'est... comment dire ? C'est compliqué, mais concrètement, alors, je le cache pas, hein, ça fait quand même longtemps qu'à mon sens, Tim Burton a vraiment perdu son mojo qui, pour moi, faisait la force de ses films d'autrefois. Et le fait de remettre le nez dans sa filmographie pour en dépoussiérer voilà, quelques vestiges avec de nouveaux opus, ça me fait hélas penser à cette lubie qu'ont certains, comme notamment Ridley Scott, et généralement le résultat nous amène à nous dire que toutes ces reliques du passé, toutes ces reliques cinématographiques d'antan, même si on a fantasmé des suites ou autres en tant que spectateur, et notamment par pure nostalgie, eh bien ces reliques devraient rester où elles sont, vraiment pour qu'elles conservent toute leur authenticité. Et ben en fait, pour Beetlejuice, c'est exactement pareil. Parce que, à mon sens, Tim Burton a en grande partie oublié ce qui faisait l'efficacité du premier opus. Rappelez-vous, 1988, Beetlejuice sort, hein, donc avec une promo qui nous vendait un délire fantasque morbide, teinté d'humour noir, dans des décors à l'artisanal. En plus, à la palette de couleurs visuellement psychédélique, il y avait un côté un peu fauché, totalement assumé, mais qui en faisait le charme, justement. Donc voilà ce qu'on nous vendait, et c'est exactement ce qu'on avait eu. Mais, par-dessus tout, c'est un film qui, du haut de son 1h45, donc 1h44 pour être plus précis, allait direct dans le vif du sujet, donc les héros que tu allais suivre, finalement, ils meurent presque tout de suite, et ça enchaînait direct. Mais le tout en caractérisant les personnages qui allaient graviter autour d'eux, dont notamment Lydia, donc qui était interprétée déjà par Winona Ryder, mais c'était avant tout l'aventure d'un couple qui doit vivre parmi des vivants avec le poids de la mort. D'ailleurs, il y avait déjà une forte référence à l'immigration et au vivre ensemble à travers ce contexte. Et donc, cette cohabitation dans cette baraque atypique, c'était vraiment le nœud du problème, certes, mais c'est là tout le génie du film, c'est que finalement ce personnage de Beetlejuice, qui a prêté son nom pour le titre justement, n'était certes pas le personnage principal, mais en fait un petit peu la flotte qui venait gonfler le fameux nœud, quoi. Donc une flotte qui n'est pas l'élément majeur, mais qui est omniprésente, limite parasitaire, pour régler la solution. C'était ça la force de ce film, doublé d'un rythme parfait, mais qui ne lassait jamais, quoi. Sauf que Beetlejuice, bah en fait ça y ressemble dans l'esthétique, c'est vrai, mais ça s'arrête là. Parce que ça ne comprend plus l'essence du film original. Alors, attention, hein, non pas que j'aurais voulu qu'ils en fassent une simple redite, hein, on reproche, c'est vrai, toujours aux suites de ne pas être assez détachés de leur aîné pour finalement faire de la repompe et rien de plus. Là, ce film a au moins l'honneur de ne
pas tomber dans le piège, mais sauf que c'est juste que c'est d'un lourd. Alors comme je disais, esthétiquement, j'aurais pas grand chose à redire tant que Burton en fait s'applique à respecter l'univers. D'ailleurs, il s'en amuse plutôt pas mal avec plein de références et en cela, on est vraiment dans la pure lignée du 1, dans le sens où oui, le 1, tu peux le voir peut-être pour la 10e fois, alors même si par exemple moi j'ai déjà bien dépassé ce step depuis longtemps, tu trouveras toujours des petits éléments référentiels et anecdotiques ça et là que tu avais pas remarqué les autres fois. Bah là c'est pareil, donc c'est quand même plutôt chouette et ça aide d'autant plus à l'immersion que Burton redonne vraiment vie à l'au-delà. Alors c'est vrai que c'est un peu confus de dire vie à l'au-delà, le tout par le même procédé de décor en carton-pâte qui marche toujours autant, en tout cas sur moi, et bien sûr c'est sans parler par exemple des inspirations ça et là, donc comme par exemple le bébé façon Brain Dead mélangé à Chucky, hein. Si ce n'est que, alors par exemple, moi j'ai une affection particulière pour le délire du serpent des sables ou du Beetlejuice Snake du premier film, pour leur intégration en stop motion, qui avait vraiment ce côté foireux mais palpable malgré tout, et donc super authentique. Là malheureusement on tombe dans la facilité du numérique qui rend le truc laid et mal incrusté, et d'ailleurs ça va de pair aussi avec cette fameuse scène du 1. What do you think of this? You like it? Donc tu sais, ce côté suggéré au spectateur par des mandibules en caoutchouc dégueulasses qui dépassaient de la silhouette du personnage, bah là c'est du CGI tout lisse et tout propre encore une fois. Pareil, Burton a voulu en faire, alors entre guillemets, un peu un film somme, en intégrant notamment une séquence d'animation, une séquence en noir et blanc sur pellicule à l'ancienne, un peu de comédie musicale qui est aussi un petit peu son dada et qui existait d'ailleurs dans le premier film, mais qui reste trop standard et n'a pas l'impact de, par exemple, cette scène absolument aussi jouissive que grotesque. Non mais ça, quand on s'en souvient, c'est vrai que c'était ubuesque as fuck, mais c'est pour ça aussi que c'est devenu iconique. Sauf que là, dans ce deuxième opus, bah, c'est quelque peu fourre-tout quand même, hein. Bien que bon, j'ai énormément kiffé par exemple la grosse référence au Soul Train. Bon, en même temps, en tant que fan, c'était presque trop facile avec moi. Bref, dans l'ensemble, allez, ça va, ça fait plutôt le café, même si perso, je préférerais largement me refaire une énième fois le 1, donc voilà. Et bon, j'ai quand même eu aussi plaisir à retrouver la composition de Danny Elfman, qui est quand même très calquée sur le premier, mais qui, je trouvais peut-être un peu trop envahissante. Mais là où Burton, pour moi, a complètement foiré son essai, c'est sur le concept du film. C'est-à-dire que là, on est sur un film d'une même durée que le précédent, à la minute près, mais sauf que c'est long, mais long. C'est-à-dire que là où le premier volet te tuait les héros au bout de 5 minutes après le générique d'intro quand même, hein, pour ensuite te faire direct rentrer dans le vif du sujet, bah là tu regardes ta montre parce que bah, tu comprends, hein, il faut bien expliquer la situation familiale, hein, qui évidemment est compliquée, hein, notamment quand tu as à intégrer une ado en pleine crise. Alors que pourtant le premier film abordait déjà cet aspect, à travers le personnage de Lydia, mais sans que ça en soit étouffant et limite indigeste, parce que justement Lydia avait cette innocence et cette naïveté, et elle subissait sa situation de famille presque en silence. Là où, bah, faut que dans ce film, ce soit surligné tellement de fois que ça en transpercerait la feuille, et ce, à chaque instant, pour montrer que ça va pas entre Lydia et sa fille. Ah non, 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 c'est pas du tout forcé, hein. Donc ça dure des plombes pour en plus se résoudre finalement en un claquement de doigts quand le scénario en a besoin. Mais surtout, c'est que le film s'embarrasse de fausses intrigues qu'on a vendues notamment dans la promo, mais qui ne servent à rien. Comme par exemple le personnage de Monica Bellucci dans le rôle de l'ex-femme de Beetlejuice, alors qui aurait mieux collé sous les traits de Eva Green à mon sens. Bon, ça c'est point de vue personnel, mais bon, fallait bien que Tim Burton file du boulot qui ramène un peu de thunes à la maison à celle qui partage sa chambre, hein. Donc un personnage qu'on introduit plutôt bien et qui aurait eu à gagner d'exister un peu, sauf que bah non. Non, c'est tout en fait. C'est-à-dire que ce personnage n'est finalement là que pour apporter un peu plus de cachet au film en surgonflant son casting et donc son affiche. Donc des fois, il va se passer 30 minutes dans le film sans qu'elle n'apparaisse, limite elle n'existe même plus, mais même aux yeux des services de police de l'au-delà. Et puis de temps en temps,
Parce que bon, bah toi en tant que spectateur, il est bien te rappeler son existence, parce que bah, c'est vrai que tu l'as un petit peu oublié au final. Et ben d'un coup, on va te la recoller comme ça, dans une scène qui n'apporte absolument rien, c'est dire. Hein. Mais d'ailleurs, même ses intentions sont ambiguës. C'est-à-dire que, est-ce qu'elle veut tuer Beetlejuice? Est-ce qu'elle veut revivre avec? T'en sais rien au final. Et le plus triste, c'est que même Beetlejuice en devient un personnage secondaire, où bah, Michael Keaton tente de se battre comme il peut pour insuffler la folie d'antan, mais c'est sage, trop sage même, donc on est loin des loufoqueries spontanées de Beetlejuice de 1988, alors je parle du personnage, hein. Mais sauf que déjà, si à l'époque Michael Keaton avait vraiment ce petit grain de folie, le problème c'est qu'aujourd'hui le mec il a passé la barre des 70 piges et tout le monde n'a pas pour vocation de pouvoir assumer voilà, la folie perpétuelle d'un Leslie Nielsen par exemple. Et au milieu de tout ça, on retrouve d'autres protagonistes, dont un jeune homme dont l'intrigue est aussi prévisible que tu peux voir le tarin au milieu de la figure d'une personne normalement constituée, hein, et qui n'est là aussi que pour tenter d'enrichir un récit qui, au final, s'alourdit plus qu'autre chose. En fait, c'est un petit peu ça tout le problème du film. C'est que le premier savait être efficace tout en étant simple. Alors que là, il a des prétentions d'être plus riche, mais en n'assumant pas parce que déjà, justement, il a mis trop de temps à démarrer pour raconter du rien, et qu'il dispose finalement plus assez de temps pour faire le taf restant. Et d'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de voir comment le film tente de clore toutes ces intrigues, et notamment à la fin, à coup de pirouettes multiples, mais qui te feraient passer Simone Biles pour une débutante, quoi. La fin est d'une facilité déconcertante, mais à la limite de l'indigence, quoi. Et c'est évidemment sans parler des autres personnages. Alors, en exemple, Justin Theroux, qui se veut être un ersatz du personnage autrefois interprété par Catherine O'Hara dans le premier. Alors elle, oui, on avait envie de la détester tellement elle était insupportable, et on aimait ça d'ailleurs. Là, lui, en fait, c'est la gênance totale. Il est ridicule. En fait, c'est pas de la détestation qui t'inspire, c'est de la pitié, et ça te donne carrément droit à des scènes, mais t'as l'impression de mater Malaise TV, quoi. Là où en plus, ça se veut sûrement être satirique. Au final, les seuls qui s'en sortent véritablement bien, qui sortent leur épingle du jeu, c'est alors Jenna Ortega, mais parce que bon, en même temps, elle est dans la continuité de ce qu'elle joue depuis trop longtemps. Et puis sinon, bon, il y a le personnage de William Dafoe qui est complètement hors sol, cette espèce d'acteur de film policier qui se prend pour un vrai flic. Et puis bon, Catherine O'Hara qui est complètement azimutée, hein. Ah bah j'ignore quelle drogue il ramenait sur les plateaux de tournage, mais visiblement Katoche, elle aimait beaucoup, hein. Donc pour moi, là, je n'ai à travers ce film qu'un constat simple à faire, c'est que de toute façon, Tim Burton n'a plus ce qu'il faut pour livrer la quintessence de sa vision d'antan. Je veux dire, en fait, c'est à l'image d'un Dark Shadows, donc plein de potentiel, plein de marqueurs propres à son style, mais le problème, c'est que ça sait pas où ça doit aller, quoi, et où ça veut aller, et du coup, bah, on l'oublie aussi sec, ce film-là. Et c'est ce qui va se passer avec cette suite, à mon sens. Mais si ça, cette tendance, je l'avais déjà remarqué depuis pas mal de temps, c'est notamment sa série Mercredi, qui était sortie sur Netflix, qui m'a le plus mis la puce à l'oreille, parce qu'à l'époque de son succès, donc un succès passé, Burton aurait fait un film sur la famille Addams, ça aurait été un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre absolu. Alors que là, au format série, et malgré toute la créativité qu'on peut lui attribuer, il en a livré finalement une série teenage autour d'une ado arrogante qui oubliait totalement ce qui faisait le caractère du personnage de Mercredi, tout comme le côté comique macabre de la franchise avait lui aussi été passé au presse purée, quoi. Et Beetlejuice, c'est un peu ça, hélas. Donc user d'artifices formels pour pallier au manque d'inspiration. Et en cela, bah pour moi ça concorde, puisque alors que ce soit Mercredi ou ce film, en fait on retrouve déjà Alfred Goug au scénario, qui est pas une personne que je qualifierais de très douée quand il est notamment tout seul à l'écriture d'un scénar. Mais pour moi, Tim Burton n'est vraiment devenu que l'ombre de lui-même quand finalement il me donne qu'une envie, c'est de revoir pour la 20e fois le premier, ce que j'ai d'ailleurs fait directement en rentrant parce que je me suis pas senti rassasié à travers ce deuxième opus, et qu'après cet énième revisionnage, voire même pendant, bah tu en vois finalement encore plus l'écart entre les deux films.
Donc Beetlejuice, qui fait partie, moi, de mes films d'Halloween, hein, mais que là, même si le 2 reste en salle, admettons, au mois d'octobre, et même avec une carte ciné limitée, je n'y retournerai pas. Alors qu'en plus, ironie du truc, le film se passe aussi durant la période d'Halloween, donc ça devrait logiquement m'aider à y retourner, mais en fait, non. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce film. Voilà, c'est pas un mauvais film, mais très franchement, est-ce que ça méritait de ressortir le personnage de Beetlejuice et même les autres personnages, si c'est pour en aboutir de ça? Très franchement, on aurait largement pu s'en passer et se contenter toujours de regarder le 1, parce que pour moi, il y a de la folie, mais pas assez, et c'est lourd, c'est très lourd, trop riche pour ce que ça a proposé, mais ça ne s'assume pas, comme je le disais, parce que ça part dans tous les sens, mais pour aller véritablement nulle part. Et puis bah à la fin, on termine ça à coup de grand Deus Ex Machina, quoi. Donc n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça dans les commentaires. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, et moi comme d'habitude, eh bien je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!